Je voudrais commencer par vous donner une définition, parce qu'après tout, une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est que j'ai consacré 5 ans de ma vie, qui n'étaient pas les plus faciles, à la fin du siècle dernier déjà, à écrire, à organiser un dictionnaire du rock. Enfin, en vérité, c'était plus une vaste encyclopédie. Et la définition que je me propose de vous donner de ce qu'on a appelé en France comme ailleurs, vers la fin des années 60, d'abord pop musique, c'était le terme usité quand j'étais gamin, musique underground, puis rock tout court, n'est pas une définition historique, ni même musicologique. C'est plutôt, comment dire ça, plutôt un aphorisme, une formule lapidaire qui, pour moi, résume la nouveauté radicale, et sans doute même le mystère, parce qu'il y en a un, de ce qu'a été l'appel lancé par le rock dans sa dimension existentielle. J'en parlais tout à l'heure. Et non, et je ne parle pas bien sûr de rock dans le sens de loisir et divertissement qu'il a pris de plus en plus. Compris de cette façon, le rock a lancé un appel. Un appel qui, selon moi, est le seul grand élan d'émancipation collective apparu dans le monde après la Seconde Guerre mondiale, dans une période qui a vu, vous le rappeliez, l'effondrement sans retour des grandes croyances religieuses et politiques en Occident. Un appel qui a été suivi, bien sûr, par ceux qui ont été les acteurs de cette histoire, musiciens, poètes, responsables de labels, de magazines, de fanzines, photographes, graphistes, animateurs de radio, reporters et critiques, mais, et c'est sans doute plus profond encore, par ceux qui, participant au sens large, ont vu leur vie intérieure, leur rapport au monde transformé par lui. Alors, je vais commencer, comme il ne faut peut-être pas commencer quand on est académique, par une définition un peu dogmatique. En tout cas, c'est ma vision des choses et je vais essayer de justifier pourquoi je vous dis ça. Le rock, selon moi, c'est presque toujours l'histoire de celui qui se prend pour un autre, qui rêve qu'il est un autre et qui permet à ceux qui le suivent de devenir chacun à son tour un autre. Alors, je vais commencer par 3 exemples. Enfin, commencer, une bonne partie, ça va être les 3 exemples. Évidemment, pas n'importe lesquels. Alors, je ne vous dis pas lesquels parce que, bon, voilà, il y a un côté quiz. Au début des années 1940, je vous prends l'exemple d'un garçon qui s'appelle Bobby Zimmerman. Bobby Zimmerman, le fils d'un vendeur de réfrigérateurs, descendant de juifs d'Odessa, sur la mer Noire, grandit dans le triste paysage minier des montagnes du Midwest nord-américain, pas loin de la frontière canadienne. Bon. Il mène là-bas la vie normale des enfants qui grandissent dans un trou perdu. Comme il s'ennuie et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, la télévision n'existe pas encore, ou à peine, il écoute la radio. Et à la radio, il découvre d'abord la musique country. Jimmie Rogers, qui chante encore les joies et les peines des pionniers, des aventuriers en Amérique, ceux qui ont défriché des forêts pour bâtir des chemins de fer et construire les routes. Mais il découvre aussi la musique noire à la radio. C'est des radios locales. Le blues de Big Joe Williams, John Lee Hooker, et puis bien sûr, le rock'n'roll de Chuck Berry, Little Richard et des autres. Et puis, comme tous les gamins, il rêve. Il rêve de tout ce qu'il n'est pas, de tout ce qui n'arrive pas dans sa vie. Il s'invente des tas d'histoires. Il se raconte dans sa tête, par exemple, et bientôt d'ailleurs il le racontera aux autres, qu'il est un enfant fugueur, qu'il a mené une vie de vagabond, de hobo, comme on dit là-bas, qu'il a été un voyageur clandestin, caché dans le wagon d'un train de marchandises, et que quelque part, dans l'État de l'Illinois, on dit Illinois, il a rencontré un vieux bluesman qui est monté du delta du Mississippi, il faudrait que j'ai une carte pour montrer les cheminements, mais enfin bon, qui lui a offert une guitare. Et il a encore raconté à ses débuts, quand il a commencé à donner des interviews en 62, 63, des tas d'autres choses, des tas de salades, à vrai dire, qu'il était un orphelin monté de l'Oklahoma, qu'en fait il avait du sang indien et qu'il venait de la tribu des Sioux. Bref, il a passé son enfance et son adolescence à se raconter à lui-même des choses imaginaires, à être ce qu'on appelle dans le langage courant un mythomane. Et en général, une fois que l'adolescence est passée, cette mythomanie légère, cette mythomanie
poétique, on peut dire, disparaît aussi. Donc là, vous êtes vraiment gravement atteint. Bon. Mais pas chez celui que tout le monde appelait Bobby Zimmerman. Et sa mythomanie, elle est loin, parce que quand il a quitté son lycée, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, parce que tout est américanisé maintenant, peut-être ça existe, on lui a demandé, comme à d'autres élèves, d'écrire dans une espèce de livre d'or, vous savez, quels étaient ses projets d'avenir. Et sous sa photo, il a écrit sans hésiter « Parti rejoindre le groupe de Little Richard ». Et quand il s'est inscrit à 18 ans à l'université de Minneapolis, Bobby Zimmerman traînait surtout dans le milieu bohème de Dinkytown, où traînaient des étudiants beatniks. Vous savez, les beatniks, c'était ces types un peu sales, avec des colliers de barbe, dont le modèle était l'écrivain Jack Kerouac, l'auteur de On the Road, sur la route. Ils préféraient traîner, boire, écouter du jazz, tester les drogues, tester l'amour libre, écrire des poèmes, partir en stop sur les routes et bâcler leurs études, plutôt qu'écouter leurs parents, qui avaient vécu la guerre, c'était très proche, et qui voulaient les préparer à une vie sérieuse et productive de travailleurs modèles. Et ces beatniks, ils rejetaient totalement l'organisation de la société américaine. Le racisme, évidemment, bien sûr, la ségrégation. Vous savez que dans certains États des États-Unis, en particulier ceux du Sud-Est, mais c'était valable pas seulement là, il y avait des autobus où avaient le droit de s'asseoir devant les Blancs, et il y avait des sièges qui étaient réservés aux Noirs derrière. Et c'était absolument impossible et scandaleux qu'un Blanc et une Noire et un Blanc s'assoient côte à côte. Bon. Ces beatniks rejetaient ça, rejetaient le militarisme, évidemment, l'industrie de la guerre, l'autoritarisme en général, mais aussi, ça on le dit moins, le monde moderne dans son ensemble. Parce qu'ils étaient résolument opposés à des valeurs qui aujourd'hui nous ont complètement envahis, que très peu de gens discutent au fond, qui sont le matérialisme, l'efficacité et la technologie. Ils rêvaient d'un passé idéal. En fait, ils étaient très rétrogrades à leur façon, d'un passé où tout était vrai, pur, désintéressé, un monde à la liberté et à la fraternité sans limite. L'Amérique des grands espaces, celle des pionniers libres, sauvages, intrépides, capables de se dresser contre l'injustice, de devenir des justiciers, des bandits au grand cœur, vous savez, comme Jesse James, qui, à la façon de Robin Hood, un Robin des Bois, prenait aux riches pour donner aux pauvres. Voilà. En 58-59, dont je reprends l'exemple de Bobby Zimmerman, à Minneapolis, Bobby Zimmerman a découvert ce qu'on appelle les protest songs. Ce sont des chansons folkloriques qui racontaient les grands combats, les grandes luttes paysannes et ouvrières du passé. Et c'est dans ce contexte qu'il décide de son destin. Il a à peine 20 ans, en imaginant, mythomanie bien sûr, qu'il vient d'un autre temps, d'une autre époque que les siens, parce qu'il rejette son temps, il le considère comme détestable, inauthentique, et il se prend littéralement pour un autre lui-même, plus héroïque et plus vrai. Et c'est ainsi que Bobby Zimmerman, beaucoup, enfin, je sais pas, 99% ont compris, est devenu Bob Dylan. Dylan, c'était bien sûr le prénom du poète gallois Dylan Thomas, une sorte de modèle d'artiste beatnik qui était mort alcoolique quelques années auparavant, échoué du pays de Galles à New York. Mais Bobby Zimmerman a surtout inventé le personnage de Bob Dylan, c'est donc pris pour un autre, en s'identifiant totalement à quelqu'un qui en fait avait l'âge de son père, qui s'appelait Woody Guthrie, G-U-T-H-R-I-E, au tableau. Je rappelle en deux mots qui était Woody Guthrie. C'était une sorte de troubadour qui venait de l'Oklahoma, d'où il avait été chassé avec sa famille, victime de ce qu'on appelait la Grande Dépression des années 1930. Vous savez, il était un de ces malheureux fermiers et ouvriers obligés de rouler en charrette vers la Californie pour échapper à la faim et à la misère au milieu de ce qu'on a appelé le Dust Bowl, la cuve de poussière. C'était ces tourbillons de poussière qui étaient entraînés par la sécheresse. Guthrie était donc devenu un troubadour de la Grande Dépression. Il chantait les joies et les peines de cette population rendue à la misère, exploitée par des usuriers intraitables. Usuriers, on a vu évidemment dans les années qui viennent de s'écouler ce que ça a représenté aussi avec l'histoire des subprimes aux États-Unis. Et ces chansons, Dusty Old Dust, The Ballad of Pretty Boy Floyd, ont fait vibrer à l'unisson le cœur de ces populations qui étaient dressées contre un ordre social injuste. Et alors Bobby Zimmerman, Bob Dylan, avait donc adopté la panoplie de Woody Guthrie, la chemise en drap, les cheveux en bataille, la guitare et le porte-harmonica. Et il reprenait les chansons de Woody Guthrie, mais pas seulement. Il imitait le phrasé, il avait un certain phrasé chanté-parlé qui était au fond presque
une anticipation du rap. C'est-à-dire vous savez, ce côté peut-être qui est très, très souvent bizarre, ou pour certains insupportable, de Dylan au début, comme ça, il chante du nez. Et bon, mais ça, c'était Guthrie qui chantait comme ça, de manière naturelle. Et en cherchant à s'identifier au modèle de Woody Guthrie, eh bien, il a tué Bobby Zimmerman. Bobby Zimmerman, c'est un nom parmi des millions de noms anonymes, enfin, comment dire, absolument neutre qu'il peut y avoir aux États-Unis, et il est devenu Bob Dylan, un nom unique et une voix unique. Maintenant, je voudrais prendre un autre exemple qui est un peu plus proche de nous. On s'approche de quelque chose que je connais un peu mieux directement. Au milieu des années 60, en Irlande, dans un faubourg au nord de Dublin, grandit un garçon qui s'appelle Paul David Hewson, le fils d'un employé des postes. Bon, son père est catholique, sa mère est protestante. C'est une famille modeste, mais qui possède quand même une voiture. Et une voiture, ça suffit, comme il le dira lui-même, certains ont peut-être deviné de qui je vais parler, à faire de lui l'ennemi de ses voisins les plus pauvres dans ce quartier ouvrier. Paul Hewson perd sa mère alors qu'il n'a que 12 ans. Il se retrouve seul à la maison avec un frère aîné, bien plus âgé, qui travaille déjà, et un père qui l'élève tout seul dans une ambiance que vous pouvez imaginer assez sinistre. Parce que Dublin, dans les années 70, c'est quelque chose qui est assez proche du 19e siècle. Encore, on voit encore dans les rues des chevaux avec des charrettes qui apportent la tourbe pour chauffer les foyers. Bon. Et le seul avenir mirobolant que son père voit pour ce garçon, c'est de passer le concours des postes. Bon. Il grandit donc dans la capitale d'un pays qui, en ce temps-là, est encore, si vous voulez, presque une poche de tiers-monde en Europe occidentale. Un pays, l'Irlande du Sud, d'où aucune star internationale de rock n'est jamais sortie. Sauf, certains s'en souviennent peut-être, parmi ceux qui sont peut-être plus proches de mon âge que du vôtre, le grand guitariste de blues, Rory Gallagher, qui venait de Cork, hein, c'est au sud, et de Phil Lynott, qui fut le fondateur du très bon groupe de hard rock. C'est une musique qui vous touche. Écoutez Thin Lizzy, c'est pas mal de choses qui sont déjà là-dedans. C'est un métis, c'était un des très rares Irlandais à avoir du sang noir africain. Bref, comme Bob Dylan, Paul Hewson est un garçon sans attache profonde qui grandit dans un milieu où il ne se passe strictement que dalle, rien. Et il est comme beaucoup d'adolescents des années 70, et c'est ma génération. Ça, donc, je peux m'identifier assez facilement à ce qu'il a vécu. Qu'est-ce qu'on faisait ? Parce qu'on s'emmerdait terriblement dans ces années-là, il n'y avait rien. Il écoute la radio, il regarde la télévision britannique, il se réfugie dans un monde en couleur pour échapper à une existence en noir et blanc. Bon. Qu'est-ce qu'il aime ? Il aime T-Rex, Mark Bolan, David Bowie, à ses débuts, glam rock. À ce moment-là, il porte des vestes à paillettes, des plateformes boots surélevées. Il est sensible au théâtre, au déguisement, au spectacle. On a écouté Roxy Music un peu tout à l'heure, ça m'a bien plu. Enfin, sauf que moi, la période que je préfère, c'est celle d'avant, mais bon. Et il est attiré au fond, par un parfum de décadence lié au glam rock qui dégage un certain érotisme. Et puis, grande découverte, Iggy Pop, dont David Bowie et son manager lancent la carrière solo à Londres en 1973 avec l'album Raw Power. Bon. Et dont l'animalité et la sauvagerie sur scène seront le modèle toujours imité, jamais égalé de tous les chanteurs punk. Bon. Parallèlement à ça, Paul Hewson est fasciné par les figures de prophètes, morts ou vivants, hein, qui ont entraîné ou entraînent encore la musique vers l'évocation poétique des grandes questions existentielles, poétiques ou religieuses. John Lennon, Jim Morrison, les Doors, bien sûr, Bob Dylan, évidemment, et, pas oublier, parce que c'était essentiel pour cette génération, Bob Marley. Bon. Il ne faut pas oublier aussi une chose propre à l'Irlande, ça paraît un peu lointain, mais c'est essentiel, qu'on enseigne à tous les jeunes Irlandais le catéchisme, l'Irlande catholique du Sud, et la poésie nationaliste et révolutionnaire, celle de William Butler Yeats, Y-E-A-T-S, qui est un peu, si vous voulez, le Victor Hugo irlandais, et de Patrick Pearse, qui est une poésie emplie d'exaltation prophétique, et tout ça se mélange un peu dans la tête de ce garçon qui commence à ressentir confusément qu'il a une mission. Voilà. Il faut sans doute rappeler le contexte des années 76-77. Pendant cette période qui fut extrêmement brève et extrêmement intense, le punk rock explose avec les Sex Pistols. Des centaines,
quand je dis des centaines, des milliers de jeunes apprentis musiciens partout en Grande-Bretagne, en Irlande, dans les grandes villes des États-Unis, et puis bien sûr en Europe continentale, se lèvent absolument sans inhibition, sans complexe, sans expérience, pour crier qu'ils existent. Et c'est une révolution, si vous voulez, qui vient de la base, une sorte de front spontané de libération de la musique, qui se constitue un peu comme une armée anarchiste et pacifique, enfin pacifique pas toujours, parce qu'elle s'accompagne un peu partout de violence et de haine. Toute la hiérarchie du rock qu'on connaissait alors, une musique quand même assez jeune à ce moment-là, toute la hiérarchie du rock s'effondre, une minorité radicale conteste l'héritage des Beatles, des Rolling Stones, méprise Led Zeppelin, Genesis, Pink Floyd. C'est l'époque, si vous voulez, où musicalement, moins on en sait, plus on est ignorant, plus on a raison. Voilà. Et c'est dans cette espèce, si vous voulez, d'implosion, d'effondrement, au cœur de ce vide et de ce champ de ruines, que Paul Hewson a l'intuition qu'en lui, quelque chose, ou plutôt quelqu'un d'autre va naître. Quelqu'un qui est, pour ainsi dire, lui, mais qui est surtout tout ce qui n'est pas lui. Alors, avec des copains un peu barrés, ils forment une troupe de théâtre de rue. Ils font des performances avec des costumes délirants, ils inventent une langue imaginaire, dans une tradition irlandaise, si vous voulez, entre surréalisme et sauvagerie. Il faut se rappeler que Dublin, la catholique, a aussi été la ville de James Joyce, qui a écrit Ulysse et Finnegan's Wake dans une langue totalement délirante, une langue inventée, et puis celle de Brendan Behan, qui fut un auteur de théâtre, qui un soir était monté sur scène ivre-mort durant la présentation de sa propre pièce pour dire au public de rentrer chez lui et de fuck off. Voilà, je pense que tout le monde comprend, c'est pas ce que je vous dis là, mais bon, voilà. Alors, Paul et ses copains se trouvent des noms délirants. Lui, il se fait appeler Steinweg von Huysman, puis Houseman, Bon Murray, puis Bono Vox of O'Connell Street, ce qui était le nom d'un magasin qui vendait du matériel auditif pour des sourds et durs d'oreilles, dans une rue de Dublin, et puis tout simplement, et oui, Bono. Et oui, ce qui était une farce de gamin est devenu une farce à plein temps, une farce sérieuse, si vous préférez, avec le groupe U2. Et c'est ainsi que naît Bono vers l'âge de 17-18 ans. Un personnage imaginaire, projeté sur une toile blanche, la surface vierge et nue d'une ville qui était un désert, où le seul musicien ambitieux de sa génération, Bob Geldof, avait dû émigrer à Londres avec son groupe, les Boomtown Rats, pour avoir de la reconnaissance. En somme, le punk rock transforme Paul Hewson, le petit gars de Dublin, les petits, vous pouvez en dire parce qu'il est très petit, en Bono, le prophète. Ainsi, si vous voulez, Paul Hewson est devenu Bono, comme Bobby Zimmerman est devenu Bob Dylan, en partant d'un point inexistant, sa propre personne, pour se diriger vers, si vous voulez, un lieu mental qu'il a été le premier à voir, sans pour autant savoir le définir ou l'expliquer, et vers lequel il a guidé les autres. Et alors, comme ça, il s'est inspiré, consciemment et inconsciemment à la fois, du modèle des premiers grands visionnaires du folk, du rock et de la soul. Parce que le reggae, bon, c'est une forme de soul au départ. John Lennon, Bob Marley et Bob Dylan, évidemment. Il s'est pris pour un guide, mais un guide pourtant nouveau. Alors, en même temps, il est très différent, parce qu'il est d'une autre époque, enfin, celle, encore une fois, dans laquelle c'est le monde dans lequel j'ai grandi, une époque moins naïve, si vous voulez, où tout ça se mêle, ce côté visionnaire et prophétique se mêle au monde de la communication, au monde du business, au monde des affaires, parce que les années 80, 90 et suivantes sont des années purement marchandes. Et ça fait maintenant, si vous voulez, 25 à 30 ans que ce monde est en train de naître, de se développer sous nos yeux, et on y participe tous, et on a de plus en plus de mal, quand on a peut-être, je ne sais pas, moins de 35, 40 ou 45 ans, à imaginer qu'il en a été autrement. C'est-à-dire que le matérialisme actuel, l'idée de mettre les affaires au premier plan, l'économie au premier plan, d'être obsédé par l'économie, est quelque chose de relativement récent dans notre monde. Et que ça peut, si vous voulez, s'effondrer aussi, de manière aussi violente que c'est apparu. Il ne faut pas oublier cette précarité-là. Mais enfin, Bono est de ce temps-là. Il est né avec ce monde, il l'a accompagné, il l'a commenté, il l'a fait naître, il l'a critiqué aussi, il a aidé à le transformer, mais il en est, si vous voulez, inséparable, il en est indéracinable. Bon. Alors, je voudrais maintenant aborder un dernier exemple qui est plus proche de nous, ça va vous faire sourire parce qu'on sort apparemment un peu du rock, mais en fait pas du tout. Un exemple beaucoup plus proche de nous, de vous peut-être, et qui apporte, je crois, sur notre société et notre monde des révélations
dont il est encore, selon moi, difficile de prendre peut-être toute la mesure, mais qui sont, et je vous dirai en conclusion de cette première partie pourquoi je le pense, de la première importance. Je voudrais vous résumer brièvement l'histoire et l'auto-fabrication, comme on dit, d'un artiste du monde d'aujourd'hui. Un artiste qui, en 2011, a 38 ans. Voilà. Donc, un adulte déjà expérimenté. Bon. Alors, je m'empresse de préciser que mais absolument tous les détails de l'histoire que je vais vous raconter sont vérifiés, exacts et authentiques. En tout cas, corroborés par des témoins et des sources données comme sûres. Et que rien, mais rien de ce que vous allez entendre n'est déformé ou exagéré. Bon. En 1972, dans une ville moyenne du Midwest américain, à la frontière où le Missouri touche le désert du Kansas, naît par accident un garçon blanc prénommé Marshall. Sa mère est une adolescente qui a seulement 15 ans, déjà alcoolique, sous médicaments, somnifères et antidépresseurs notamment, sans ressources, sans logis fixe. Le père, ouvrier sur des chantiers, a disparu au bout de quelques mois. Ce sont des parents typiques de la période post-hippie, aux États-Unis, hein, mais bon, on a connu des exemples comme ça en Europe aussi, dite de libération des mœurs de la fin des années 60 et du début des années 70. Alors heureusement pour le gamin, le petit Marshall, il a une tante chez qui le père laisse l'enfant. La mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère son fils quand il a 5 ans, et comme elle continue à picoler, à se droguer, à ne pas gagner sa vie, ils se font expulser de tous les lieux où ils s'installent. Et alors la mère de Marshall se persuade que son fils a comme elle une maladie psychique. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui administre de sa propre initiative des somnifères. Super. Le garçon, à ce régime, vous pouvez l'imaginer, pas très grand, pas très fort. Quand il a une dizaine d'années, il se retrouve toujours avec sa maman à 1 millier de kilomètres de là, c'est un tout autre monde, dans le nord-est industriel, dans la ville de Detroit, dans le Michigan, dans un parc de caravanes, sur une route qui s'appelle 8 Mile. Une route, et ça c'est typique de l'organisation des villes américaines, de ces grandes villes-là, qui trace la séparation entre les quartiers blancs et les quartiers noirs. Parce qu'on a beau dire que la ségrégation a disparu des États-Unis, culturellement, elle n'a absolument pas disparu. Bon. Et ils vivent misérablement de la charité publique. C'est le milieu des années 80. Et là, Marshall se passionne, vous avez peut-être déjà deviné de qui il s'agit, pour le hip-hop, et il se prend pour qui? Pour un rappeur. Et comme les rappeurs noirs dont il rêve et regarde les photos, ils portent, ça c'est l'époque, une grosse montre chronomètre en pendentif, hein, comme Flavor Flav du groupe de rap Public Enemy. Et puis au collège, qu'est-ce qui lui arrive? Classique, une bande de garçons noirs s'en prend à ce blanc fluet qui prétend être comme eux. Une des corrections qui prend un effet presque fatal, puisque Marshall reste 9 jours inconscient dans le coma. À 15 ans, il ne va plus en cours, bien sûr. À 19 ans, il est marié, déjà, et il travaille. Il fait la cuisine et la plonge, il lave la vaisselle, dans un restaurant près de Warren, hein, la banlieue blanche, où habite sa grand-mère. Il gagne 5 $ par heure, et il vit alors un premier choc. Son seul copain, celui qu'il a initié au rap, un certain Ronnie, en fait, c'est le très jeune demi-frère de sa mère, donc son oncle, en fait, se suicide à la suite d'une déception sentimentale. Alors, c'est Ronnie qui a fait découvrir le hip-hop à Marshall. Et alors, du coup, Marshall, par fidélité envers Ronnie, décide de devenir rappeur. Il fait des rimes, il se lance dans des compétitions à Detroit, et il prend le nom de M&M, vous savez, comme les confiseries, parce que ce sont les initiales de son nom, Marshall Mathers, qui devient vite, bah oui, évidemment, c'est Eminem. Alors, Eminem, Marshall, est tellement passionné par ça qu'il devient moins assidu à son restaurant, il se fait renvoyer, et sa fiancée Kim vient de donner naissance à une petite fille. Et comme il n'a pas d'argent, pas de travail, et qu'en plus, l'album qu'il vient d'enregistrer à Detroit a fait un flop monumental, il se fait larguer par Kim, qui part avec l'enfant, et qui, pour tout arranger, est alcoolique et drogué. Bon. Non, je ne veux pas le résumer d'une telenovela brésilienne des années 80, mais c'est une histoire absolument vraie. Alors, que fait Marshall? Il décide d'en finir, il avale 30 comprimés de Tylenol, une sorte d'aspirine, et heureusement, bon, il en réchappe. Et c'est à ce moment-là que là, il devient un autre. C'est là que Marshall devient Eminem. Marshall Mathers, il a l'idée de mettre en scène, et là, c'est très moderne, et là, on est vraiment dans le monde contemporain. Il a l'idée de mettre en scène un double de lui-même, plus méchant, plus fort, plus cruel, une sorte de caricature
qui lui permet de se venger de tout, de ceux qui lui ont fait du mal, de sa mère, de sa fiancée, de ceux qui l'ont méprisé, humilié, frappé, mais avant tout, et ça c'est moderne, ça c'est nouveau, se venger de lui-même, parce qu'au fond, celui qu'il hait et méprise le plus, c'est lui. Marshall Mathers se trouve minable, méprisable, et il ne voit en lui qu'un déchet. Et sa vengeance, si vous voulez, c'est l'autodénigrement, l'autodétestation comme défoulement. Marshall Mathers se cache à ce moment-là derrière Slim Shady, son double sarcastique et cruel, son Mr. Hyde, si vous voulez, mais un Mr. Hyde qui ne serait pas, comme dans la fameuse fable de Stevenson, violeur et assassin, mais plutôt un Mr. Hyde masochiste et exhibitionniste. Et caché derrière Slim Shady, Eminem met en scène avec un humour macabre et furieux tous ces fantasmes de violence, de meurtre, de vengeance et de suicide. Et le reste de l'histoire, bon, il est plus connu. Eminem arrive second à une compétition de rap à Los Angeles, à laquelle ne participent que des Noirs et des Hispaniques, c'est le seul blanc. Le producteur californien Dr. Dre le remarque et sa carrière explose. Et dans le tube qui le fait connaître en 1999, My Name Is, Eminem, enfin Slim Shady plutôt, raconte qu'il a essayé de se pendre à l'âge de 12 ans, qu'il a agrafé des feuilles, ne le faites pas, aux testicules de son professeur, découvert que sa mère se droguait plus encore que lui, et fait un rêve où il tranchait la gorge de son père. Dans Just Don't Give a Fuck, extrait du même album de 99, de Slim Shady LP, il s'exclame « Je prends de l'acide, du crack, je fume de la bœuf, je m'appelle Marshall Mathers, je suis un alcoolo, j'ai une maladie qui n'a pas de nom. » Un peu débordé du rock, mais ça fait penser à quoi? En inventant ces personnages excessifs, incontrôlables, mais on a vu ça dans la littérature. Par exemple avec Louis Détouche, un homme doux et timide, qui devient le furieux Louis-Ferdinand Céline, l'auteur de Voyage au bout de la nuit, qui écrit des pamphlets où il se défoule de toutes ses hantises, de toutes ses phobies, de toutes ses haines. Et Eminem a entraîné ses auditeurs adolescents vers une sorte de défoulement collectif. Beaucoup d'adultes, évidemment, en ont été offensés, ne supportant pas d'entendre ce personnage de Slim Shady cracher toutes ces insultes incroyablement ordurières, obscènes et délirantes contre les femmes, les gays, enfin tout le monde d'ailleurs. Mais je crois que ce qui a le plus choqué certains adultes, ils n'ont pas tort, dans le succès d'Eminem, et la vague d'identification collective qu'il a suscité chez pas mal d'enfants et d'adolescents dans le monde entier, c'est au fond c'est l'image d'eux-mêmes qu'il a renvoyée. Dans ce tableau absolument catastrophique d'un gamin élevé dans le n'importe quoi et l'irresponsabilité de la génération des baby-boomers, prétendument libérés, et dont certains, apparemment beaucoup, n'ont rien fait d'autre que suivre leurs envies du moment, succomber à toutes leurs tentations, se sont soumis à toutes les addictions, ont fui toute responsabilité et ont laissé leurs enfants pousser tout seuls comme des herbes sauvages, laissant l'éducation aux grands-parents, quand il y en avait, et livrant les enfants à eux-mêmes, justement, à l'autodétestation et au sentiment d'être des moins que rien. Et Eminem, en inventant Slim Shady, a su parler à tous les gamins de toutes les banlieues délaissées. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas dire que le monde occidental urbain, qui est envahi aujourd'hui par la jungle des médias, des technologies qui explosent dans tous les sens, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est assimilable aujourd'hui à une vaste banlieue délaissée? Et comme Elvis Presley, c'est la même chose. Eminem, c'est qui? C'est un banlieusard blanc, américain, qui est capable de rendre acceptable et universel un style, une gestuelle, une façon de faire bouger son corps inventée dans les quartiers noirs. Voilà. Alors, c'est une définition possible du rock, d'un certain rock. Et surtout, qui a su retrouver ce qui, au fond, est à la source de cette religion tâtonnante. Parce que c'est une religion, le rock, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Une religion tâtonnante qui est le rock depuis sa naissance. La croyance, si vous voulez, que le signe moins, le signe des banlieusards, des marginaux, des excentriques, des parias, des idiots du village, des abandonnés, devient le signe plus. Et qu'en somme, un jour, les derniers deviennent les premiers. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ce que j'appellerais une sorte d'embourgeoisement du rock, dont je suis et vous êtes la preuve. C'est-à-dire que, tout à coup, ce que moi, mes parents et les gens qui avaient 30 ans dans les années 60 et 70 voyaient, ils se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette bande de sauvages qui ne savent pas chanter, qui crient, qui font du bruit parce qu'ils ne savent rien faire d'autre, qui ne connaissent rien à la musique, pour qui se prennent-ils et pourquoi il faut s'intéresser à ces clowns ?» Bon, aujourd'hui, on voit que les clowns ont gagné. Bon. Alors j'ai développé longuement les trois exemples
de Dylan, Bono et Eminem, années 60, années 80, années 2000. Vous avez compris, je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de pseudonyme ou d'hétéronyme, comme disait le poète portugais Fernando Pessoa, parce que c'est plus profond que ça. Vous savez, Mick Jagger, quand il a commencé à chanter avec les Stones, il a continué à s'appeler Jagger. Ce n'est pas une question de changer de nom. Même s'il est vrai que le prénom Mick était censé faire plus américain que le diminutif anglais habituel qui est Mike. Hein. Aucun Anglais se fait appeler Mick normalement, c'est toujours Mike. Bon. Et dans une interview parue au milieu des années 90 dans les Inrocks, Jagger a parlé très précisément, et c'est quelque chose que j'ai rarement lu, de l'impulsion qu'il a eue à ses débuts. Je cite le grand homme. « Dès l'âge de 15 ou 16 ans, je ne ratais aucune occasion de tomber à genoux, de me rouler sur le dos. Je n'avais strictement aucune inhibition. Je voyais Elvis et Jane Vincent et je me disais que j'étais capable de faire aussi bien qu'eux. J'y prenais un plaisir monstre. C'est vraiment jouissif de faire le con, même devant 20 personnes. » Il y a dans cette interview, si vous voulez, comme un aveu, c'est que pour Jagger, aucun intérêt d'être Mick Jagger, mais l'intérêt, c'est de jouer et d'entraîner le public dans un jeu délirant, d'imitation et de possession, où l'on se prend pour plusieurs personnages à la fois. Dans son corps, Jagger, il s'est pris pour qui? Il s'est pris dans son corps, dans sa gestuelle, pour Presley et Jane Vincent. Mais dans sa voix, il a fait autre chose. Il a singé et imité les intonations des bluesmen noirs. Howlin' Wolf, hein, l'auteur de Little Red Rooster. Puis, il a adopté, un peu plus tard, à la fois la voix et la gestuelle de deux des plus grands chanteurs noirs des années 60, James Brown et Otis Redding. Bon. Avec ce charme, en plus, ce charme londonien de joueurs décadents, ambivalents, qui fait que les Stones sont les Stones. Et ce n'est pas de l'imitation. Bon. Alors, je reviens brièvement au cas de Bono, avec qui, certains, vous l'avez rappelé, j'ai eu l'occasion de discuter en profondeur de cette question, qui, moi en tant que type, le type assis au premier rang, qui regarde comme ça, bon, en tant qu'outsider, spectateur, analyste, ça m'a toujours intrigué. Parce que quand on voit un homme comme lui qui passe de la position d'un chanteur exalté sur scène, hein, une sorte de prêcheur, d'évangéliste qui fait chanter avec lui des dizaines de milliers de personnes, qui devient le lendemain un homme d'affaires qui rachète au sein d'un pool d'associés une compagnie de jeux vidéo, et 3 jours plus tard, qui rencontre au président des États-Unis comme ambassadeur d'un lobby pro-tiers-monde aux États-Unis et en Europe, on peut s'empêcher de se poser une question simple. Mais c'est qui ce type? C'est qui? Qui est Bono, ce type qui se prend non seulement pour un autre, mais pour plusieurs autres? Et je lui ai posé la question directement à la fin d'une longue série d'entretiens qu'on a eus, parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance de le connaître, enfin, quand il n'était pas encore Bono, c'est-à-dire que quand il avait 21 ans. J'étais jeune critique, même pas à Rock & Folk, d'ailleurs, j'étais au Monde de la musique, qui était un truc que les gens lisaient que pour la musique classique, un genre extrêmement chiant. Et moi, j'étais arrivé à les persuader de m'envoyer à Londres, parce que je lisais avec passion la presse anglaise. On était, peut-être, je sais pas, 200 en France à faire ça. 1000, j'en sais rien, bon. Et il y avait plein de nouveaux groupes dont on parlait, et j'avais convaincu mon rédacteur en chef de m'envoyer en mission, entre guillemets, 10 jours à Londres pour, pour m'amuser, quoi. Et on a rencontré autant de groupes que possible. Bon. Et bon, U2, c'était un des ceux dont on parlait. Enfin, bon, ils n'avaient même pas sorti un 45 tours. Et je suis allé les voir, et c'était les premiers Zélandais que je voyais de ma vie. Moi, j'étais le premier Français qui voyait de leur vie. Et il y a eu un truc, genre coup de foudre. C'est-à-dire, le mec était tellement marrant, et il racontait, on ne pouvait plus l'arrêter, tellement il parlait. Et c'était très différent des Anglais, parce que les Irlandais, ils ont ce côté extrêmement latin, extrêmement chaleureux. Et bref, voilà, donc c'était le lien que j'ai eu. Donc, et c'est pour ça qu'après, on s'est croisés un petit peu quand le groupe commençait à marcher, mais bon, on déjeunait ensemble, etc. Puis à un moment, ils sont devenus numéro 1 aux États-Unis et ils ont fait la couverture de Time, et j'ai eu une espèce de timidité, j'ai pas osé vraiment, hey, tu te souviens de moi, etc. Donc bon, j'ai pris du champ. Puis après, je me suis dit, mais quand même, est-ce qu'on peut encore se parler?
Parce que lui, c'est Bono, moi je suis moi, donc moi je suis là, lui il est là, donc est-ce qu'il y a encore un dialogue possible qui soit pas le truc, mais comment tu fais pour être aussi génial? Alors, j'ai jamais pensé qu'il était génial, parce que j'ai toujours pensé que c'était un type qui faisait le pitre, enfin, qui traversait la rue sans regarder, enfin, moi je sais pas, et bon. Et bref, on s'est retrouvés, on a eu une longue série d'entretiens, et puis un soir, je suis arrivé à le coincer, il a pris 2 jours et demi comme ça pour moi, ce qui est vraiment pour lui, c'est comme 3 mois pour moi, bon. Et il m'a fait cette réponse assez extraordinaire. Il m'a dit, l'art consiste toujours à tenter de se forger une identité. On essaye différents personnages pour trouver celui qui vous correspond le mieux et qui, à l'arrivée, est vous-même. Il dit, mais tous les gamins font ça. On voit les adolescents qui essayent différentes facettes de leur personnalité. Alors je continue à tenter de découvrir ce dont je suis capable. Comment, me dit-il, je peux être utile à ma famille, à mes amis, et il m'a dit ça après un silence, avec un sourire en coin, au reste du monde. C'est à côté mégalomane. Bon. Alors je trouve qu'il y a une piste qui peut nous mener dans la chasse au trésor, là, enfin peut-être au trésor lui-même, c'est qu'un chanteur de rock de premier plan, c'est d'abord quelqu'un qui considère qu'il reste à tout jamais quelqu'un d'inachevé, quelqu'un de jamais fini, quelqu'un qui cherche, qui se demande et qui n'a jamais de certitude. Et qui, le jour où il croit, voilà, ça y est, je suis arrivé, c'est là, le jour, la minute où il croit qu'il est arrivé au bout du chemin, où il croit qu'enfin, ça y est, il sait qui il est, ce qu'il chante et pourquoi il le chante et pour qui il le chante, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est? Il perd la grâce. Il perd ce qui faisait qu'il avait de l'intérêt quand il chantait. Dans un métier, vous voyez, dans un métier sérieux, dans une vie sérieuse, à laquelle tout le monde est censé se préparer, que ce soit sur le terrain professionnel ou le domaine de la vie privée. Bon. La société, le partenaire avec qui vous êtes, vous demande toujours, il veut toujours savoir qui vous êtes, où vous êtes. Il veut maîtriser pleinement ce que vous faites et ce que vous allez faire. Et dans la poésie, et j'envisage évidemment là le rock comme expression poétique, c'est exactement le contraire. C'était que dès qu'on acquiert une certitude ferme, c'est terminé, on n'est plus un artiste. Ce qui veut dire qu'un artiste qui se laisse envahir par toutes les voies du monde, forcément il passe par des périodes d'errance, des périodes d'incertitude totale, des périodes où tout ce qu'il fait tout à coup n'a plus de résonance. Dans la carrière de tous les groupes, il y a des trucs, il y a des passages à vide. Bon. Je reviens au cas de Dylan. Il y a un passage absolument extraordinaire dans son livre autobiographique qui s'appelle Chronique, qui est paru en 2005 en France. Et il y a une partie importante du livre où il décrit une très longue errance, c'est vers le milieu des années 80, quand il était vraiment au creux de la vague. Bon. Il explique qu'il s'est alors senti brusquement incapable d'écrire une chanson, de chanter même comme il l'avait fait jusque-là. Et il raconte, si je me souviens bien, mais bon, peut-être je déforme un peu, un soir, il va entendre un vieux chanteur chanter dans un casino. Et là, bon, mettons qu'il a à peu près 45 ans, il a tout à coup une révélation. Il écoute ce chanteur qui est un type vraiment de dernière catégorie, quoi. Enfin pas du tout un chanteur comme lui, qui n'a pas la même notoriété que lui, et il se dit, ce mec a tout compris. Ce mec est génial, j'ai compris comment j'allais chanter maintenant. Soudain, il entend une nouvelle voix, il se met à comprendre qu'il peut chanter autrement, différemment. Une voix qui existait peut-être en lui, mais à laquelle il n'avait jamais prêté attention. Et à ce moment-là, il a l'excitation d'un gamin, d'un débutant. Et c'est comme ça qu'il décrit le processus qu'il a mené à enregistrer, pour moi, un de ses plus beaux albums, qui est Oh Mercy, qui est un album qu'il a enregistré vers 1988 dans une maison à la Nouvelle-Orléans avec le musicien et producteur canadien Daniel Lanois. Alors, cette histoire, ça m'a fait comprendre quelque chose, c'est qu'un chanteur qui est ouvert à la divination poétique, parce que c'est un truc de médiumnique, si vous voulez, c'est vous éteignez un peu les lumières, vous plissez les yeux, puis vous faites tourner les tables. C'est à la fois, je dirais, de la spiritualité et du truc, et du charlatanisme, parce que les médiums sont les premiers à ricaner de ces histoires-là. Victor Hugo, bon, il ne se prenait pas pour Dieu, si, parfois, mais enfin, il était fou. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté... il y a un côté farceur derrière ça. Farceur et premier degré en même temps. Voilà. À ce moment-là, si vous voulez, un chanteur de rock, c'est pas un interprète
conventionnel. C'est pas un interprète d'art lyrique, de musique légère, de ce que vous voudrez, qui peut moduler, plier sa voix à volonté, exactement comme un comédien qui adapte son corps et sa posture à un personnage qu'il décide d'incarner. Un comédien, mais qu'est-ce qu'il fait? Il met un costume, un uniforme, il peut jouer un policier, un clochard, un tueur. Dans le rock, c'est pas aussi simple. Le chanteur qui est ouvert à la possession par les voix, il a besoin de croire en sa propre transformation. Il a besoin de la vivre, de l'éprouver, si vous voulez, dans son tréfonds, dans sa psyché. Et pour ainsi dire, de capter la voix des autres, de croire exactement, vous savez, comme un enfant qui passe une panoplie de super-héros et qui brandit une épée de chevalier, une épée à laser, si vous voulez, si vous préférez, il a besoin de croire que c'est vrai, qu'il se transforme vraiment en super-héros, qu'il est vraiment un super-héros. D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire absolument authentique d'une petite fille d'un de mes amis à qui ses parents avaient offert une panoplie de Batman. Je crois qu'elle avait 5 ou 6 ans. Comme ça, elle s'est déguisée en Batman, elle était toute contente de devenir ce super-héros qui l'a fascinée. Quand elle s'est regardée dans la glace, elle a pris peur et elle s'est mise à pleurer. À peu de choses près, pour moi, c'est la parabole de ce qu'est un chanteur de rock, qui est ouvert à la possession par un autre, qui est ouvert à la possession par le corps d'un autre, par la psyché. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, est capable d'être bouleversé par le jeu qu'il joue et de s'y perdre. Et quand il devient un autre, les autres, il espère, il désespère, mais il n'est plus lui-même. Il oublie qu'il est, il vole plus haut, si vous voulez, que le dérisoire être humain avec un nom, une origine, une famille, venue d'un lieu et d'un milieu qui est porté et enchaîné par toute une série de déterminations géographiques, familiales et sociales. Alors, pour finir, je voudrais rappeler pourquoi, à mon sens, le rock, il faudrait plutôt dire la musique mondiale, au sens large, a pris une telle importance dans nos vies. Le rock, la musique mondiale au sens large, s'est mis, je crois, à prendre de l'importance pour les gens nés durant la guerre, l'après-guerre et les décennies suivantes, parce qu'elles ont marqué notre entrée dans une ère absolument nouvelle. Une ère où les rôles, les identités ont cessé d'être marqués et dessinés une fois pour toutes. C'est simple, aujourd'hui le père n'est plus naturellement dans son rôle de père, c'est quelque chose, le fils dans son rôle de fils, le savant dans son rôle de savant et l'ignorant dans son rôle d'ignorant. Je crois qu'on vit dans un monde où chacun de nous peut être plusieurs, qui brandit, si vous voulez, dans son imagination toute la gamme colorée, un peu comme les plumes d'un oiseau exotique, de toutes ces autres identités, qu'ils aient une identité précise ou indistincte. Tout à l'heure, j'ai longuement parlé d'Eminem, de cette fureur dirigée contre lui-même, qui déchaîne contre lui-même et tout ce qui l'entoure la vengeance délirante d'un fou masochiste dénommé Slim Shady. Alors d'un côté, bien sûr, on peut se désespérer de vivre dans un monde pareil, où pour oublier une enfance et une adolescence catastrophiques, un Eminem doit aller jusqu'au bout du dégoût pour lui-même, ne croyant plus qu'à l'amour pour sa petite fille et détestant le reste du monde. Il déverse spontanément contre lui-même la rage impuissante d'un double autodestructeur. Oui, c'est vrai, mais je crois que, quand même, dans l'abandon, et ça c'est très actuel dans le rock, c'est aussi le death metal, ces voix monstrueuses, ces voix venues d'on ne sait où, eh bien, dans cet abandon, on voit de la colère impuissante, de la destruction haineuse, et quelque chose, si vous voulez, qui, moi, me fait penser au dormeur en proie à un cauchemar. Il s'agite, il se débat, il hurle, il est possédé par ces voix-là, par les voix de la destruction, parce qu'il veut se réveiller. Et je crois encore une fois que là, comme dans les sources du rock et son évolution, le signe moins peut devenir le signe plus. Peut-être que le chaos de cette énergie souvent haineuse, le bruit et la fureur de l'autodestruction annoncent sinon un réveil, au moins le désir d'un réveil. Et peut-être que si des voix comme ça étranges, furieuses, méchantes, stridentes, des cris prennent possession de nous, c'est tout simplement pour nous empêcher de sombrer dans un grand sommeil et nous promettre que nous resterons vivants. Et je pense qu'on est aux plus jeunes, qui sont très nombreux dans ce monde occidental qui est ultra technique, ultra technologique, mais qui est devenu extrêmement sombre, extrêmement méfiant face à l'avenir, comme envoûté par sa propre atonie, enivré par un engourdissement paradoxal,
parce que cette atonie, paradoxalement, est accompagnée d'une accélération de plein de micro-tâches technologiques auxquelles se livrent les gens dans leur vie professionnelle et dans leur vie de loisirs. Là, je pense que si la musique est devenue, pour la population que nous sommes aujourd'hui, aussi indispensable que l'oxygène que nous respirons, parce que je pense que s'il y a une chose qui distingue le monde ancien, et même le monde de ma jeunesse du monde d'aujourd'hui, c'est que la musique est devenue quelque chose... Enfin, on n'imagine pas un monde sans musique partout. On n'imagine pas un monde sans musique sur Internet, on n'imagine pas un monde sans l'iPod, sans des concerts tout le temps, etc., sans la pratique de la musique. On est baigné de musique du matin au soir. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est devenu tout à fait nouveau, parce que je pense que le monde où nous grandissons, il n'y a plus d'air. Et que cet air, cet oxygène qui nous manque, c'est la musique qui nous le donne. Et que, si vous voulez, le rock, finalement, c'est un appel et un cri pour rester vivant, pour ne pas, si vous voulez, s'engourdir, et puis en même temps, le désir d'enfin sortir de quelque chose dans lequel on est emprisonné, dans lequel on est paralysé, pour naître, pour prendre vie. Et de certaine façon, je crois que s'il y a une définition possible parmi des milliers d'autres du rock, c'est que c'est un moyen indispensable pour naître, alors que d'une certaine façon, on n'a pas la vie qu'on mérite, on n'a pas la vie qu'on croit avoir, et on cherche à avoir la vie qu'on devrait avoir. Voilà. En tout cas, ça a été ma définition, et c'est ça qui m'a poussé à mener la vie que j'ai menée, et qui fait que voilà, je suis consacré ma vie parfois à tort, parce que ça m'a privé de beaucoup d'autres joies, mais ça m'en donne d'autres. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi si c'est un peu spontané, et enfin, comment dire, voilà. Pas forcément pour le scolaire, mais voilà, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, merci. La tradition du concert, c'est le bis. Donc, on va vous soumettre à la question. Oui. Voilà, donc on a deux questionnaires, avant d'avoir les questionnaires de la salle, bien sûr. Lucille et Cyril, qui ont travaillé une série de questions qu'ils souhaitent vous poser. Oui. On va peut-être commencer par Lucille. Oui, d'accord. Mais pour revenir sur votre exposé, je me demandais justement comment des chanteurs qui ont pu être possédés par ces voix peuvent, du jour au lendemain, arrêter la musique, peuvent arrêter de produire. Mais je pense que j'ai répondu en partie. Je crois que c'est un domaine où on n'a pas de certitude acquise. C'est-à-dire qu'on peut considérer le fait de chanter comme un métier, et c'est un métier pour évidemment tous ces artistes-là, mais vous avez constaté sûrement vous-même que certains chanteurs, certains groupes ont des périodes géniales et d'autres de baisse de créativité. Tout simplement parce que on n'est pas seul quand on fait de la musique. Déjà, vous avez besoin d'avoir un langage commun avec 3, 4 ou plus accompagnateurs. Bon, donc vous êtes obligé de traduire ce que vous avez dans la tête et de donner à ce que vous imaginez une expression, comment dire, matérielle et pratique, musicale. Bon. Et d'autre part, un groupe de rock, c'est aussi social. Enfin, aujourd'hui, on est dans l'ère de la consommation où finalement rien n'a d'importance. Qu'un groupe fasse un album ou pas, au fond, ça ne change absolument rien, à part le plaisir que ça peut apporter à ceux qui l'écoutent. Mais quand on pense à, bon, j'aime pas dire l'âge d'or, parce que comme si aujourd'hui c'était moins bien, non, mais disons les années fondatrices du rock, quand ces années battaient leur plein, eh bien,
il y avait tout un mouvement, si vous voulez, de jeunesse qui portait ces groupes, qui pensait qu'il y avait des choses extrêmement importantes qui étaient en train d'arriver autour d'eux, il y avait des ondes, et qu'il fallait qu'ils captent ces ondes et qu'ils les renvoient. Et quand vous voyez justement les Beatles au Shea Stadium en 66, pas en 56, vous aurez un gage, eh bien, vous voyez qu'il y a une sorte d'hypnose. Et c'est la même chose dans le public. Les hurlements des filles, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que d'un certain côté, on peut dire que c'est les boys bands, effectivement, mais il y avait quelque chose d'autre à ce moment-là. Il y a une forme d'hypnose. Et contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'il y a beaucoup de révisionnisme quand on parle de rock à la radio, à la télé, il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi, ou qui enjolivent. Bon. Et il suffit de voir les films d'époque, quand ils ne sont pas trafiqués. Prenez un concert des Doors, mais c'est pas du tout les gens qui sont en train de s'éclater et tout ça, et de se prendre en photo comme aujourd'hui. Bon, c'est-à-dire ils sont là, tétanisés, ils sont assis, la bouche ouverte, et ils se demandent, c'est vraiment pince-moi, je rêve. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc sur scène, c'est une cérémonie religieuse, chamanique, disait Morrison. Donc c'était, ça peut paraître ridicule, etc. On a l'impression que c'est du grand guignol, c'est du cirque. À certains égards, oui, mais de la même façon qu'une cérémonie vaudou, une cérémonie africaine, il y a un côté, on peut être plié en deux de rire aussi. Mais c'est la même chose. Je crois que c'est une jeunesse qui a cherché à tâtons, dans une espèce de l'invention de rituels naïfs, spirituels, à retrouver leur propre âme sauvage qui leur était refusée par le monde matérialiste de l'époque. Merci. Vous avez beaucoup parlé de religion, vous avez utilisé un champ lexical très propre. Par exemple, vous avez parlé de prophètes, de guides, oui, de cérémonies. Donc on sait que toutes les religions sont porteuses d'un message qui se veut universel. Oui. Alors quel est le message universel que tend à apporter le rock, s'il y en a un, bien sûr? C'est celui de la délivrance, clairement, la libération. Enfin, ça c'est assez banal, hein. C'est parce qu'il est propre à, encore une fois, cette génération des baby-boomers qui a eu 15, 20 ans, 25 ans dans les grandes années, 60 et 70, et qui cherchait à se délivrer de toutes sortes de carcans. Voilà, et donc cette musique a vraiment été porteuse de ça. Je pense que là, aujourd'hui, dans un monde totalement atomisé, capable de produire justement des Eminem, c'est pour ça que j'ai insisté sur, on parle des enfants du rock, mais Eminem c'est un enfant du rock, mais pas au sens médiatique et télévisuel, vous voyez, enfin pas au sens publicitaire. C'est un enfant de cette génération-là, et il est permis de penser que les conséquences de cette délivrance n'ont pas été que heureuses. Il y a eu beaucoup de casses. Vous savez, moi j'ai maintenant 52 ans, j'ai pas mal d'amis qui sont partis dans des dérives de clochardisation. Bon, je parle pas de la drogue, des suicides, etc. Enfin, on a l'autodestruction qui a entraîné finalement été entraînée par la déception née de ces espoirs délirants, a été un prix extrêmement lourd à payer. Et aujourd'hui, il y a toujours cette thématique de la délivrance dans le rock actuel? Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans la période du défoulement encadré. Vous savez, on parle des loisirs encadrés par les militaires. C'est encadré, c'est-à-dire que les gens qui sont là, ils savent exactement qu'il ne faut pas monter sur scène, il y a la sécurité, etc. Vous voyez les concerts de Clash en 78, 79, 80. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir y aller, il a failli me faire piétiner. Bon, et il n'y a pas de sécurité. Si un gars qui veut monter sur scène et s'amuser à donner des coups de pied dans la batterie, à renverser les fûts, il peut. Il peut. Enfin, c'est ça. Il y a un côté happening collectif. Et à l'époque, les concerts étaient vraiment. Il y avait un danger, quoi. Enfin, on pouvait vraiment se retrouver en nion. Enfin, c'était pas peace and love, hein, à cette époque-là. C'est Iggy Pop qui fait monter des spectateurs sur scène pour ensuite se battre avec eux ou les repousser. Oui, mais moi j'ai vu des chanteurs, mais ça il y avait des sacrés malades à l'époque, mais il y avait des chanteurs qui repéraient des mecs dans l'auditoire pour leur casser la gueule, etc. Mais des trucs, c'était incroyable. Et puis qui cherchaient la confrontation. C'est-à-dire qu'en fait, c'était... Bon, mais ça, c'est vraiment des choses que j'ai vécues en direct. Là, ce n'est pas l'historien qui parle, c'est le témoin. Eh bien, j'ai vu vraiment des chanteurs qui cherchaient absolument
à ce que la violence qu'ils avaient en eux se retourne contre eux, et qui vraiment donnaient des coups et prenaient des coups. C'était très étrange. Ouais. Vous avez parlé d'embourgeoisement du rock, c'est-à-dire que de nos jours, il y a beaucoup de groupes qui ont beaucoup de succès et qui ne sont pas du tout subversifs comme ont pu l'être à leur époque les Clash ou les Stones. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a un glissement de la subversivité plutôt vers le rap, par exemple, ou vers d'autres courants musicaux? Alors, subversif, encore faut-il s'entendre sur la définition. On parle de subversion quand il y a un ordre à subvertir. Bon, là, en latin, subversion, c'est tourner sous. Bon, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la subversion, entre guillemets, est une sorte de conformisme. C'est-à-dire que c'est comme la rébellion, c'est un truc qu'on vous vend, c'est une fringue, c'est une émission de télé, c'est comme ils disent là les gens de l'audiovisuel, insolent et décapant. Oui, bien sûr. Enfin bon. Super. Donc, c'est le nouveau conformisme. Donc, le rap est une forme de conformisme aussi. Hein, le côté tout est nul, moi je suis nul et toi t'es nul et tout ça. Je dirais, c'est presque la pensée dominante aujourd'hui. Enfin, donc, je pense qu'on vit encore sur des catégories qui sont qui sont tombées en désuétude, mais on n'a pas encore trouvé de nouvelles façons d'interpréter ce qui se passe. Moi, ce qui me frappe, encore une fois, grande différence entre mon époque et celle d'aujourd'hui, c'est la pratique musicale. Bon, quand j'avais, je sais pas, quand j'étais un teenager, je connaissais des copains qui faisaient de la musique. Enfin, en général, ça tournait court, ils savaient pas bien jouer, c'était vraiment minable, ils répétaient, mais c'était nul. Enfin bon, ça n'allait nulle part. Et d'ailleurs, souvent on m'a demandé, mais toi, pourquoi t'as pas fait de musique, etc. Mais pour une raison extrêmement simple, c'est que tous les mecs de mon âge, c'était de la musique galéraient. Et c'était beaucoup plus facile de placer un article à Rock & Folk quand on avait 21 ans que de faire un single. Parce qu'il fallait passer par des studios, des mecs qui allaient vous expliquer la vie. Toi, mon gars, tu vas t'asseoir ici, tu vas jouer comme je te dis et tout ça. Enfin, c'était terrible. Et il y avait très peu de gens qui se lançaient dans la musique. Et se lancer dans la musique signifiait souvent, enfin du moins dans le milieu qui était le mien, j'ai grandi autour de Paris, c'était quand même des gens qui choisissaient une vie un peu marginale. Bon. Pour le meilleur et pour le pire. Tandis qu'aujourd'hui, vous prenez le métro à Paris, mais un jeune sur deux a une guitare dans le dos. C'est incroyable le nombre de groupes qui naissent, le nombre de gens qui jouent bien, qui chantent bien, qui écoutent de tout, qui sont super ouverts, super curieux. Moi, je trouve que c'est une période mais géniale pour ça. C'est-à-dire que la pratique musicale est beaucoup plus importante aujourd'hui que le discours sur le rock. Donc moi, si vous voulez, qu'est-ce que je suis? Je suis le représentant, je suis un dinosaure d'une période où il était plus important d'écrire, de parler, de commenter, d'analyser, de faire connaître, etc., que de faire. Bon, et d'ailleurs, j'ai un remords parce que depuis quelques années, je me suis mis à faire de la musique, à chanter, faire des chansons avec mon fils qui est batteur. Bon, tout ça, c'est une nouvelle vie pour moi. Et je pense être dans la vie aujourd'hui, beaucoup plus que je ne l'étais, parce qu'il y avait à côté, on regardait ça complètement fasciné, en se disant, ah là là, les mecs qui font ça, vraiment, ils sont géniaux, moi, j'y arriverai jamais. Et donc aujourd'hui, par rapport au rap, au groupe actuel, on veut vendre. Néanmoins, le rock est quand même né en même temps que la société de consommation. Oui. Et l'image rock, le perfecto, le côté rebelle, a toujours été un argument de vente. C'est vrai. Mais cela dit, il faut comprendre aussi que le rock n'est pas né à l'époque des médias. Les médias n'existaient pas. C'est-à-dire que la naissance et le développement d'Elvis Presley sont, c'est vrai, concomitants de l'explosion de la télévision, qui était encore très sous-développée au début des années 50, n'existait pratiquement pas, en tout cas en France. Bon, mais il ne faut pas oublier que la musique dont Presley s'est inspiré est une musique qui existait localement et qui était située dans des endroits très précis des États-Unis. C'est-à-dire que il y avait la musique des Appalaches, du Kentucky, celle qu'on jouait, si vous voulez, dans l'Alabama, dans l'Arkansas, à Nashville, qui n'était pas la même. Et souvent, pour se diffuser, cette musique, il fallait que des gens prennent le train et aillent dans le village à côté pour l'apprendre à d'autres. Et c'est tout le cheminement des musiciens qui sont devenus des vagabonds, comme l'a rêvé Dylan, c'est-à-dire qu'ils voyageaient
pour aller aux sources de cette musique, aux sources du delta du Mississippi. Parce que le blues, beaucoup l'ont connu dans les villes, à Chicago par exemple. Bon, mais les sources du blues, c'était pas Chicago, c'était les trous perdus, les plantations du Mississippi, de la Louisiane. Et donc il y avait cette idée qu'il fallait aller là où la musique se faisait. La musique était un voyage, une initiation qui se faisait d'abord par un voyage. Un voyage souvent, voilà, on sautait dans les trains de marchandises, on faisait et puis le stop évidemment, etc. Et ça c'est le côté beatnik, prendre la route. Ça c'est inséparable du rock. Alors en effet, après, bien sûr, le commerce a toujours existé. Donc quand dans un certain milieu, dans une ville, il y a une cinquantaine de gamins qui tout à coup se font prendre en photo, on parle d'eux, on dit qu'il y a un concert qui déchaîne des centaines de jeunes, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, la presse locale envoie des photographes, les photos paraissent dans la presse régionale, la presse nationale s'en rend compte, et tout à coup ça devient une mode, ça devient une image, tout le monde veut être comme eux, mais bien sûr qu'il y a eu un aspect mode, ça c'est vrai, toujours. On appelait ça la récupération. C'est vrai. Mais en même temps, ceux qui voyaient on parlait des Beatles ou des Rolling Stones, le plus souvent, c'était pour faire de la musique à leur tour ou choisir une autre vie que celle que leurs parents voulaient qu'ils mènent. Donc là, il y avait une révolte, mais qui tenait à l'état de la société à cette époque-là, où il fallait faire ce que vous disaient vos parents. À ce moment-là, on n'était pas loin du plein emploi, etc. C'était très différent. Alors, il y a certainement beaucoup de questions dans la salle. On va faire circuler des micros en les allumant. Et donc, il suffit de lever le bras pour qu'un micro vous parvienne. Alors, il y a une question en haut à gauche. Bonjour. Il y a un grand débat dans Rock and Folk, c'est être rock en 2011. Quoi, ça ne serait pas toute l'année, c'est Philippe Manœuvre qui lance ça tout le temps. Oui. Et est-ce que vous croyez être rock? Parce qu'il y a tout particulièrement la génération des bébés rockers parisiens. Et c'est une question qui se pose, est-ce qu'il faut être rock'n'roll pour être rock'n'roll ou Oui, mais moi, ça me fait penser à des trucs, déjà, il y a 30 ans, on disait ça. Il y avait cette idée que, là encore, on est vraiment dans un débat presque philosophique sur l'essence, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bidon ou est-ce qu'on est vraiment rock? Alors, il y a des gens qui ont réglé ça par des obsessions pour les trucs vestimentaires, comme Patrick Heudeline, par exemple. Bon, les bouts de ceci, l'ampli machin, il y a une espèce de fétichisme comme ça, du look et tout, bon, qui est très parisien, et enfin très français d'ailleurs en général. Mais c'est vrai que le style a énormément d'importance. Enfin, je veux dire, ça, c'est évident que bon, on achetait des disques sur des pochettes de disques. C'est-à-dire qu'on voyait tout à coup un mec, voilà, la pochette de Blonde on Blonde de Dylan, où il a les cheveux bouclés, une écharpe, une espèce de regard un peu froid. Je veux dire, ce mec a l'air génial, quoi. Bon, mais c'est un peu comme, si vous voulez, vous êtes au lycée, vous voyez dans la cour de récré, quand vous êtes une fille, vous voyez un mec, quand vous êtes un mec, vous voyez une fille. Bon, d'un coup, vous trouvez qu'elle a un style incroyable, un look, et vous voulez aller vers elle, bon, ou lui. Donc ça, je dirais, ça, être rock, c'est le côté le mec que tout le monde regarde. Au fond, c'est ça. Mais, et là, je suis pas d'accord avec ces histoires-là parce que les groupes que moi j'ai défendus, c'était un moment particulier et en plus une sensibilité particulière, étaient des gens qui justement rejetaient ce côté regardez-moi, je suis super branché, je suis tendance, je suis voilà. C'était au contraire les mecs de Joy Division, ils étaient habillés franchement chez Emmaüs, enfin c'était franchement bon, ils en ont fait un style, mais enfin franchement les types, moi je les voyais au backstage là, les Peter Hook, Barney Sumner, ils avaient des chemises à carreaux, c'était des prolétaires de la banlieue de Manchester et c'était des mecs qui bon ils n'étaient pas idiots, ils savaient comment avoir de l'allure avec très peu. Et il y avait ce côté minimaliste qui était certainement pensé. Bon. Mais en même temps, si vous voulez, il y avait aussi une surexcitation au début des années 80, parce que c'était le début de l'image, du look, de la promotion, des clips et tout ça, sur celui qui allait avoir le costume le plus extravagant. Bon. Et il y avait une réaction contre ça de gens comme U2, justement, qui étaient des provinciaux, ils venaient de Dublin, il y avait ce côté, nous, on est avec nos chemises à carreaux, nos Shetland, et nos patogas, et voilà, on est comme on est, on ne veut pas être des mecs qui prennent des poses en noir et blanc devant des photographes tendance, quoi. C'est notre musique qui parle à notre place. Alors après, c'est très drôle parce que
à l'époque, les gens imaginaient qu'ils n'avaient pas de look. C'est-à-dire qu'ils avaient, justement, qu'ils étaient naturels, quoi, comme ils auraient pu être, je ne sais pas, il y a 50 ans avant ou 20 ans plus tard. Or, ce qu'on voit, c'est des cheveux ridicules, etc., les queues de rat. C'est ça qui est drôle. Toujours quand on regarde des photos de soi, on est frappé par le côté très daté, alors qu'on avait l'impression qu'on n'était pas du tout à la mode ou qu'on ne cherchait pas à l'être. C'est très curieux. Mais bon. Je ne sais pas si ça répond à la question. Hein. Bon. Alors, d'autres questions? Bonjour. J'avais lu une interview de The Edge, le guitariste de U2, qui disait il y a quelques années qu'on lui demandait s'il s'engagerait pas en politique comme plein d'autres chanteurs ou acteurs. Il avait répondu qu'il voulait faire de la politique, mais il serait jamais politique, ministre ou président ou quoi que ce soit, parce qu'il pensait pour faire passer ses idées, c'était bien plus efficace par le texte, par la chanson. Juste, j'étais pas forcément d'accord. Je voudrais savoir ce que vous en pensiez. C'est rigolo qu'ils disent ça parce que Bono, il est quand même assez présent sur ce terrain-là. Peut-être qu'il voulait répondre à une question sur le message, entre guillemets, de ces chansons. C'est-à-dire, est-ce que les chansons que son groupe fait, est-ce que elles ont au fond un impact comme pourrait l'avoir un discours politique? Mais franchement, les discours politiques n'ont absolument aucun impact aujourd'hui. Donc on le voit tous les jours, personne n'y croit, enfin, ou presque. Donc, et encore moins ceux qui les font. Donc en même temps, il y a quelque chose, si vous voulez, qui... Je sais pas, peut-être je dévie un peu par rapport à la question, hein, mais peut-être je vais retomber sur mes pieds ou pas, je ne sais pas. Mais c'est que dans les années 60, enfin, quand il y avait justement ces chanteurs qu'on voyait lever le poing, aller à dire le pouvoir au peuple, vive la révolution, etc., abat le capitalisme. Souvent, le reproche qu'on leur faisait, c'était tu parles, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, et à part la posture, c'est creux, quoi. Et ça, c'était un reproche très fréquent. Une des réponses que Bono a faites, c'est justement de dire, moi, je mets les mains dans le cambouis, je vais faire des trucs chiants, je vais négocier avec des responsables politiques, avec les gens du FMI, avec le président des États-Unis, et je vais lui demander, parce que je représente un lobby, ce lobby qui cherche à aider économiquement et industriellement l'Afrique, et mon lobby doit marquer des points. Et je sais, c'est pas de l'amour, on va se foutre de ma gueule, peut-être, mais au moins, je suis pas quelqu'un de creux qui est là à prendre des pauses et à dire le monde est pourri, abat le néolibéralisme, etc. Vous voyez? Donc, parce que ça, je dirais, beaucoup de gens se contentent de la posture. Hein. C'est un peu les rebelles showbiz, là, c'est quand même beaucoup ça. Alors, je sais pas si ça répond à la question. Ah, si, mais c'était plus en fait The Edge qui critique, pas qui critiquait, mais qui se distinguait de Bono qui s'engage plus dans l'humanitaire, toutes ces causes-là, oui. Et lui qui voulait simplement faire passer ses idées par le texte et ce qu'il écrivait. Je pense qu'il a dit ça avec un peu d'ironie, enfin, parce que en fait, aucune des choses que fait Bono et que fait U2 passe sans avoir été discuté par les quatre et leurs managers. J'en sais quelque chose, parce que les livres qu'on a faits, j'aurais pas pu le faire s'ils n'avaient pas été tous d'accord. Bon. Donc c'est des décisions collégiales, c'est une entreprise, hein, U2, c'est vraiment une entreprise là, pour le coup. Et donc je pense qu'il a dit, ça suffit qu'on en ait un comme lui, je veux pas faire comme lui en plus, quoi, ça suffit déjà, il nous casse assez. Bon voilà. Donc c'est un peu ça. Non, ils se moquent pas mal de lui. Hein. Mais ils sont d'accord avec ce qu'il fait. Mais ils pensent, bon voilà, un clown, ça suffit, quoi. C'est ça l'idée. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur la notion de masque et d'histoire que vous avez abordée. Oui. Je trouve ça extrêmement vrai et pertinent pour l'ensemble des artistes que vous avez cités. Mm-hmm. Mais je veux savoir, est-ce que vous pensez que ça marche aussi pour le mouvement punk ? Et notamment le mouvement punk américain avec les Ramones ou des groupes comme ça.
Ouais, c'est une super bonne question. Effectivement, parce que quand on généralise et quand on essaie de trouver comme ça des constantes, on se dit mais est-ce que je caricature pas, je vais pas un peu vite. Alors, faut pas oublier un truc, c'est que je pense que vous me contredirez pas, la majorité des musiciens punk ont changé de nom. John Lydon est devenu Johnny Rotten, Joseph Mellor est devenu Joe Strummer. Les faux frères Ramones. Les Ramones, bon, s'ils s'appellent pas Ramones. Donc, il y a quand même cette idée de se caricaturer soi-même. Et d'avoir alors dans le cas de Joey Ramone, c'était presque devenir des cartoons, quoi, devenir des figures de dessin animé. On était à l'époque, avant que le punk arrive, dans cette idée que la musique devait être authentique, c'est-à-dire sérieuse et concernée par le monde politique, le monde social, la religion, les grandes questions, voilà. Et de cette façon, j'en suis un peu tributaire. Et même si paradoxalement je suis aussi un enfant du punk, et je crois que le punk a été une sorte de manière de sale gosse de tirer la langue à ces mecs-là et de faire exactement le contraire de ce qu'ils disaient pour les emmerder et leur montrer que tous leurs grands discours, leurs grandes histoires, leur grande musique, c'était complètement vide. Donc si vous voulez, vous faites exactement ça. C'est comme Elvis Costello. Il s'est appelé Elvis Costello pour emmerder tout le monde. Et ça a très bien marché. Parce que c'était sacrilège de s'appeler Elvis. Bon. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un est là à vous impressionner par sa science, sa posture, sa façon de parler, monsieur je sais tout, etc. J'espère que bon. Et donc, à un moment, vous avez envie, si vraiment vous avez des raisons de lui en vouloir, si par exemple il vous empêche de vous exprimer, parce que c'était souvent le cas, s'il vous toise de haut et s'il vous prend pour un minus, eh ben, vous dites exactement tout ce qui va l'énerver. Et vous lui dites, eh ben, moi, j'aime les choses superficielles, j'aime les choses artificielles, j'aime les trucs en plastique, je préfère les verres en plastique aux verres en verre, je préfère la musique faite avec des amplis pourris, je préfère les gens qui ne savent pas jouer, c'est plus marrant. Tout ça, donc c'était juste pour les emmerder. Et paradoxalement, c'est devenu un style de musique où des musiciens géniaux se sont révélés. Mais si vous leur aviez dit ça quand ils avaient 17, 18, 19, 20, 21 ans, ils auraient dit, mais t'es fou ou quoi? Pas du tout. Moi, je veux pas devenir un musicien, je m'en fous d'être un musicien. Moi, ce que je veux, c'est gueuler un truc aujourd'hui et que ces mecs-là dégagent. C'était ça l'idée, qui dégage. Et c'était très injuste, c'était très intolérant. C'était un mouvement de fanatiques. Mais après, ça s'est développé parce que le rock hardcore a été un peu plus, je dirais, structuré que ça. Et déjà, il y avait l'opposition en 77-78 entre les Sex Pistols qui étaient purement nihilistes et puis The Clash qui était quand même plus dans la construction de quelque chose de neuf. U2, de ce point de vue-là, c'est vraiment mis dans les traces de The Clash, même si je sais que c'est un groupe qui est considéré comme un peu pas trop crédible auprès de certains puristes du rock qui considèrent que c'est très lourdeau et tout ça. Mais bon, les faits sont les faits, quoi. C'est un groupe qui, sans The Clash, n'aurait pas existé. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évoqué très rapidement la mort du rock. Pour vous, il n'est pas mort. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Pourquoi il serait mort et pourquoi il ne le serait pas? Alors là... alors le rock est mort, c'est un truc que j'entends depuis que j'ai 15 ans. Donc... je sais pas... comment vous expliquer il est mort plusieurs... Enfin, je sais pas comment dire, c'est comme le phénix, quoi. Il renaît toujours de ses cendres. Donc, il y a une manière de faire du rock qui meurt, et c'est très bien qu'elle meure. C'est une manière, par exemple, au milieu des années 70, qui était de se prendre pour une superstar, de faire un show qui était plus proche du cirque que d'un concert vraiment où on est au milieu des gens. Et on a voulu faire mourir un certain type de rock grand public pour retrouver les petites salles, la chaleur, l'énergie, la spontanéité. Après, ça aussi c'est mort, parce que c'est devenu des groupes qui ont joué dans des stades devant 10 000, 20 000 personnes, et qui sont remis finalement à imiter ce que les groupes qu'ils avaient détruits faisaient. Et puis après, ce rock-là a été tué par le hip-hop, etc. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est une forme de musique qui ne cesse de se régénérer en mourant et en s'enrichissant d'une musique qui
est né parfois contre elle. C'est ça la force du rock, c'est qu'il a toujours absorbé, c'était une sorte de world music avant la lettre. C'est-à-dire qu'il s'est toujours nourri de son opposition, de ses oppositions. Vous savez, le rock and roll, moi, quand j'avais 11 ans ou 12 ans, c'est-à-dire en 68, 69, 70, mais c'était une musique de ringard. C'était les mecs qui étaient encore bloqués sur Elvis, Little Richard, le rockabilly, mais ça nous paraissait des trucs complètement vieillots, etc. Nous, on était à fond dans, je sais pas, Pink Floyd, je sais pas, le folk, des chants de Led Zeppelin, par exemple, la musique progressive, Yes, Genesis, etc. Donc, quand vous écoutez, alors les mecs disaient, ah bah heureusement, aujourd'hui, on a Genesis, Peter Gabriel, ce grand génie de la musique, et franchement, heureusement qu'on n'a plus ces espèces de trucs complètement primitifs à la Elvis, qu'est-ce que c'est minable et qu'est-ce que c'est ringard. Bon, et arrivent des gens plus jeunes et qui disent, mais les mecs, vous nous emmerdez avec vos concept albums de 45 minutes, avec des morceaux qui en font 15, où il y a des changements de tempo toutes les 30 secondes, etc. Nous, on veut retrouver l'énergie des pionniers, c'est ça la musique, c'est ça le rock, et c'était le punk. Bon, et puis après, le punk est devenu un nouvel académisme, et tout à coup, maintenant, on a quoi? On a des groupes comme les Fleet Foxes, ou je sais pas quoi, qui sont encensés par le pays, qui sont très bien d'ailleurs, mais qui font exactement la musique que les punks ont voulu tuer il y a 35 ans. Donc, je veux dire, le rock, c'est une histoire d'assassinat, de meurtre, de suicide et de renaissance permanent. Donc, il meurt tout le temps, il renaît tout le temps. Je ne peux pas dire mieux. Bonjour. Bonjour. Je suis ici. Ah, pardon, je regardais par là. Oui, j'ai remarqué que dans les exemples que vous preniez, il y avait un fort pourcentage d'hommes. Oui, et c'est vrai. je voulais savoir ce que vous pensez de la place des femmes dans le rock. Bonne question. Janis Joplin, pour prendre un exemple vraiment éminent, est une chanteuse totalement possédée parce que c'était une blanche née dans un milieu d'intellectuels au Texas, où même, je crois, sa mère était, non, pas tout à fait d'intellectuel, en fait, sa mère était comptable dans une université, son père travaillait dans les pétroles, et elle s'est prise pour Bessie Smith, pour une chanteuse de blues noir. Elle avait une gestuelle complètement délirante que aucune gamine blanche n'aurait osé avoir. Elle était considérée comme si vous voulez, comme une guenon. Enfin, c'était vraiment, elle était comme un monstre. Elle se considérait comme un monstre parce qu'elle était elle était assez disgracieuse. Enfin, elle avait une forme de beauté tout à fait paradoxale quand même. Donc, elle mettait des tas de bracelets. Elle cousait des robes avec des patchworks bizarres et elle se construisait. Enfin, il y avait un côté presque, même si ça paraîtrait bizarre de dire ça, presque Madonna, quoi. Enfin, donc elle se déguisait. Et avec, encore une fois, ce personnage qui prenait possession d'elle, qui n'était absolument pas elle. C'était une fille extrêmement douce, extrêmement effacée. Mais ça, c'est toujours très frappant. Si vous êtes assise en face de Bono ou d'un type comme ça, vraiment superstar, c'est très frappant parce que ce sont des gens souvent assez gauches, très mal à l'aise, très timides en apparence, mais qui ont souvent un regard terrifiant, c'est-à-dire qui vous transperce. Bon. Genre, ils vous scannent tout de suite et ils vous situent, ils vous transpercent. Mais ils sont souvent extrêmement malhabiles dans la vie. Et il y a un côté, je trouve, Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans le rock. Oui, ça, c'est vraiment le fruit de ce que j'ai constaté. Et je pense qu'il y a PJ Harvey. Polly Jean Harvey, mais c'est vraiment la fille, la bonne élève, le côté, la fille extrêmement douce, très réservée, talons plats et tout ça. Mais vous la voyez sur scène, c'est une furie. Pourquoi? D'où ça sort? C'est encore une fois, c'est l'envie d'avoir une vie plus intense en se transformant dans une espèce de violence. Il y a un côté l'exorciste, quoi. C'est comme l'exorcisme. Quand Jim Morrison se met à pousser des hurlements sur scène en disant qu'il veut tuer son père, etc., c'est même au-delà de l'exorcisme, on est presque dans l'autothérapie, la thérapie devant tout le monde. On prend une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. On a vu récemment le chanteur des Strokes, Julian Casablancas, faire une publicité pour un parfum. Oui. Ce rapprochement avec les différentes industries qu'ont pu avoir certains groupes. Oui.
D'abord par l'utilisation de leur musique dans les différentes publicités, mais là c'est une image carrément du chanteur qui est utilisée. Est-ce que ça tue pas un peu cette image de rock'n'roll un peu libre Oui, je pense que là, c'est des gens qui jouent sur tous les tableaux. Bon, il y a un grand changement dans les 10 dernières années, je dirais, c'est la concordance de la mode et du rock. Il ne faut pas oublier que dans les années 90, le rock n'était pas une musique tellement à la mode. On disait que le rock, alors là pour le coup, que le rock était mort dans le sens où il était un peu déserté par les nouvelles générations. Vous aviez des micro-tendances qui étaient, vous savez, le Rage Against the Machine, la fusion. Vous avez eu Nirvana, mais qui a été un phénomène finalement. Le grunge a été un mouvement qui n'a pas non plus donné naissance à des groupes énormes dans les années suivantes. Vous avez eu Radiohead. Et je dirais, massivement, le rock des années 90, ça s'arrête là. Le rock massif, il y a eu plein d'autres choses. Mais c'était l'époque du rock indépendant, qui n'était pas donc pour le grand public. Vous aviez donc la dance, vous aviez eu le hip-hop, bien sûr, et puis tout ce qui a été dans la mouvance de la house. Bon. Et alors, à partir de début des années 2000, vous avez eu les Strokes, les Libertines. Grand changement. Tout à coup, ces groupes ont des agents, des managers, eux-mêmes sont issus de milieux quand même un peu plus huppés, et puis ils connaissent des gens dans les magazines de mode, ils connaissent des gens dans les chaînes de télé, ils connaissent des gens qui font des sites internet et tout ça, ils connaissent des gens dans la pub et tout. Et donc tout ça, c'est le même milieu, et en même temps, moi je ne suis pas en train de dire « Ah, quelle bande de vendus !» tout ça est méprisable. Je veux dire, c'est une symbiose qui est le monde d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, quand vous faites un groupe de rock, vous n'êtes pas comme en 75 quand même. Enfin, je veux dire, vous songez tout de suite à faire un site MySpace, à diffuser des fichiers MP3, à communiquer, à avoir une image, un graphiste, à essayer de trouver des partenariats, des radios, et éventuellement, s'il y a un magazine qui s'intéresse à faire des photos de mode avec votre groupe, c'est super. Ça fait vendre. Enfin, on est quand même dans le mercantilisme à mort aujourd'hui. Enfin, et tout est censé rapporter à quelqu'un. Il y a une sorte d'acceptation généralisée de ce qu'on appelle le partenariat. Bon, je pense que c'est vachement bien parce que ça aide beaucoup plus de gens à vivre de leur musique. Bon, c'est quand même pas négligeable. Moi, je ne suis pas du tout pour les poètes maudits et pour les gens qui sont en train forcément de ramer pour faire de la musique. En même temps, j'ai l'impression que ça peut susciter un mouvement qui va à l'encontre de ça. Et on voit ça dans ce renouveau du folk aujourd'hui. Cette idée, on a vu ça avec Devendra Banhart, quand est arrivé ce côté long cheveux, barbe. Moi, le monde capitaliste, ça m'intéresse pas, je suis pas là-dedans, je me fous d'avoir une image, je vis sur un carton, etc. Bon, donc, où je dors n'importe où. Enfin bon, on voit ça maintenant. À ce côté libre, entre guillemets, c'est là que je trouve qu'il y a une analogie entre notre monde et celui, justement, de Dylan, de la fin des années 50, c'est-à-dire qu'on est dans un monde hyper matérialiste, avec en plus, ce qui n'existait pas il y a 50 ans, hyper technologique, mais vous savez, à l'époque, les machines à laver, les voitures pour tout le monde, c'était comme Internet aujourd'hui. Ça paraissait une révolution incroyable qui allait changer les gens, et de fait, ça a changé les gens, complètement. Bon. Donc il y a ce même mouvement de vouloir un peu abandonner ce monde hyper normatif, hyper rationnel, le monde du partenariat, de l'entreprise, du commerce, du mercantilisme. Il y a des gens qui rêvent d'une autre vie aujourd'hui quand même aussi. Et la musique reflète ça, j'ai l'impression. Merci beaucoup et bravo. Merci d'être venu. Je suis très bavard, hein, pardon. Merci aussi aux étudiants du pôle culture qui ont préparé votre venue. Et puis merci aussi pour la logistique à Fred et à Axel, toujours très efficace. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée et puis à vous dire à bientôt pour la prochaine conférence Iségoria. Merci. Oui.